conférence à Munich. Je officialise le débat à notre niveau ici pour juste susciter les débats. Qu'est-ce qui est vrai dans tout ce qu'on dit sur cette relation entre la croissance démographique de l'Afrique qui est rapide et le développement? Premièrement, il est vrai. On a besoin de la transition démographique. Ça, c'est vrai. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'une transition démographique ne se décrète pas. C'est le produit d'un processus historique. C'est la grande différence entre les pays en développement et les pays développés. Les pays développés en sont venus à la transition démographique grâce aux progrès économiques et sociaux qui ont précédé le retournement des courbes de natalité et de mortalité. Cela est peu probable parce que les progrès économiques et sociaux qui ont prévalu en Europe sont absents ici. Surtout si on prend en compte les intérêts immenses des multinationales dans nos pays, cela paraît vraiment très improbable. Le peu d'avancées qu'on peut constater aujourd'hui provient des améliorations sanitaires et médicales apportées de l'extérieur. Ce n'est pas une dynamique interne. Deuxième chose qui est vraie, c'est que le débat sur le lien entre population et développement n'est pas sain. Il est fortement influencé par les thèses ou les théories malthusiennes, notamment celles de Malthus et de Stuart Mill, qui sont antérieures à la naissance du tiers-monde. Donc il y a des idées déjà qui étaient véhiculées, diffusées dans le monde, qui consistaient, comme on va le voir, avec Malthus, qui était l'auteur d'une thèse historique et opposant la croissance démographique à celle de l'économie, la première progressant de façon exponentielle et la seconde de façon arithmétique. Et en conséquence, Malthus a prédit que l'accroissement exponentiel de la population finirait par engendrer une catastrophe mondiale et l'arrêt du développement. Heureusement, cette thèse s'est avérée fausse pour les pays développés, mais on a pensé qu'elle allait se vérifier dans les pays du tiers-monde, dont l'Afrique. Et cette analyse de Malthus a été reprise par Stuart Mill au XIXe siècle, qui soutenait, je cite, la croissance de la population talonne les améliorations agricoles et efface ses effets aussitôt qu'ils sont produits. Et le remède, son Stuart Mill, est d'accroître et diminuer la fertilité des êtres humains. Donc, ce sont ces idées-là qui ont eu une grande influence dans les années 60 et 70 sur les élites dirigeantes en Afrique, et qui disaient que la démographie ne vienne compromettre la croissance des revenus par habitant, par tête. Alors cette politique, cette de la croissance démographique, c'est chez moi. Cette croissance démographique et cette perte du moins de la croissance démographique explique l'adoption des politiques antinatalistes dans la plupart des pays. Elles prennent d'abord la forme du planning familial, puis profitant sournoisement des crises sanitaires, notamment les SMT et le sida, elles sont étendues vers une utilisation à grande échelle des contraceptifs et des moyens de contraception modernes. Les pays s'engagent
ou se sont engagés dans cette voie pour éviter les problèmes liés à une population nombreuse. Et je vais citer 3. La diminution de la proportion de la population active et le risque que la charge des inactifs s'alourdisse davantage. Si la population augmente, on risque de se retrouver à une population active chétive et à une population à charge très nombreuse, qui va être de l'ordre de 40% de la population du tiers-monde. Enfin, par exemple, les moins de 15 ans, dans le tiers-monde, c'est à peu près 40% de la population, contre 20% pour les pays développés. Merci. Donc, on a peur qu'on se retrouve avec une petite population active qui va supporter toute la charge et des enfants qui ne sont pas encore insérés dans le circuit économique et de ceux qui sont retraités qui ont quitté la fonction publique ou la fonction, la vie active. Donc, il y a quand même cette peur et ça, c'est logique. Deuxième problème, on a peur que l'augmentation de la population nécessite des investissements en infrastructures, notamment des logements, l'éducation, la route, considérés comme moins productifs que les investissements industriels et agricoles. Troisième problème, c'est la hausse continue de l'offre du travail. Si la population augmente, il faut anticiper justement un afflux des candidats au travail sur le marché de l'emploi. Donc on va avoir une offre de travail considérable et comme les opportunités économiques sont maigres, eh bien beaucoup de gens vont se retrouver en chômage et c'est des problèmes urbains qui sont difficiles à gérer par les pouvoirs. Voilà ce qu'on peut considérer comme en tout cas des choses qui sont vraies. Il faut, si on parle de problèmes démographiques, ces problèmes-là sont considérés en tout cas comme des problèmes réels auxquels il faut faire face. Maintenant, qu'est-ce qui est faux? Voyons vraiment ce qui est faux. Premièrement, il est absolument faux qu'une population nombreuse est synonyme de sous-développement ou de pauvreté. Parce que l'observation empirique montre que les pays les plus puissants du monde sur le plan économique ont comme dénominateur commun une population nombreuse. Parce qu'une population nombreuse est synonyme de grand marché, c'est un grand marché. C'est des opportunités, c'est des débouchés pour les entreprises. C'est qui est une bonne chose. Deuxième chose qui est fausse, les pays les plus pauvres, quand vous regardez les plus faibles, économiquement parlant, sont les moins peuplés. Et quand on veut, si vous voulez caractériser un pays, le mettre dans le groupe des paiements, ce critère-là figure parmi les 5. C'est le 4e critère qui rentre dans la définition de la vulnérabilité économique, c'est-à-dire la taille réduite du pays, c'est-à-dire de sa population. Donc, c'est dire que ce n'est pas une bonne chose avoir une population peu nombreuse. Troisième chose qui est fausse, c'est que la croissance démographique rapide, il est tout aussi faux que la croissance démographique rapide soit un obstacle au développement. Sinon, comment expliquer la forte croissance de la Chine, de l'Inde, du Mexique, du Brésil et j'en passe? Comment l'expliquer? Voilà des pays qui au départ étaient très peuplés. Il aurait pu rester toute l'éternité pauvre. Mais comment est-ce que ces pays-là ont réussi à se propulser au devant et aujourd'hui ils sont en passe, la Chine rivalise avec les États-Unis.
avec une population de plus d'1 milliard d'habitants. Quatrième chose, il est aussi faux, contrairement à ce que suggèrent certaines analyses, que la transition démographique forcée peut être la solution au problème de sous-développement. Nous, on pense que en voulant réduire la population, on risque d'aggraver la situation. Cinquièmement, il est tout aussi faux que le dividende démographique est la solution. Si toutefois on reconduit et maintient les mêmes politiques, c'est-à-dire les mauvaises allocations des ressources publiques, la mauvaise qualité de la dépense, l'économie de la traite, les codes d'investissement favorables aux multinationales, la marginalisation des secteurs sociaux, le sous-investissement dans les chaînes de valeur, etc. Si on les maintient, on aura beau réduire la population, rien ne va changer. Le pays va rester toujours stagnant, plus pauvre. Ça, j'en suis convaincu. Qu'est-ce que c'est que le dividende démographique? Puisqu'on en parle beaucoup, on parle de transition, on parle de dividende démographique. C'est le gain de croissance qui résulte d'une modification significative de la pyramide des âges d'un pays. Par exemple, notre pyramide, la base est évasée, le sommet est filé. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut réduire la base pour que le milieu soit un peu plus gros. Donc, en quelque sorte, en termes plus clairs, il faut réduire les naissances. Et les économies qu'on va faire en termes de dépenses sur l'économie des naissances, ça va servir à financer des investissements plus productifs. Alors, il y a dividende démographique lorsque la baisse du taux de natalité entraîne une réduction des investissements nécessaires pour répondre aux besoins des groupes les plus jeunes. Donc, on diminue les naissances. Au lieu d'avoir 1000, on aura 100. Les dépenses qu'on va faire sur les 900, qu'on aurait pu faire sur les 900, n'est-ce pas? On les utilise pour investir dans des secteurs plus productifs. C'est ça l'idée du dividende démographique. Et en même temps réduire la dépendance économique des inactifs vis-à-vis des actifs. Il faut faire en sorte que cette dépendance soit très faible. Actuellement, quand vous prenez au Niger, vous avez à peu près un actif qui prend en charge à peu près les données que j'ai, elles datent déjà, c'est 2000, je ne sais pas c'est combien, c'est 98 ou 2000, on parlait de 6 retraités pour un actif. C'est qu'aujourd'hui, ça s'est accru. Donc, il faut voir à peu près 10 actifs pour 10 retraités pour un actif. En France, déjà, avec un retraité pour 2 actifs, je trouve que c'est trop. Chez nous, nous sommes à 10 retraités pour un seul actif. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille aujourd'hui, il supporte à lui seul jusqu'à 10 retraités. Donc, ça, il faut réduire ça dans l'esprit, si vous voulez, du dividende démographique. Une autre chose qui est fausse, qui est répandue, en réalité, la prise d'opposition contre la croissance démographique, cache des objectifs inavoués. Je vais vous citer quelques-uns. Ceux qui retiennent cette hypothèse, en réalité, veulent retarder le plus longtemps possible la prise de conscience des Africains sur les causes de leur misère. Deuxième chose, objectif, ça vise à dédouaner les gouvernements africains qui sont leurs complices, qui confisquent le pouvoir, l'exercent à leur profit exclusif à travers une mauvaise allocation au mépris des principes élémentaires de gouvernance. Parce que c'est ça qui est le vrai problème.
L'argent n'est pas mis là où il doit être. Donc, résultat, on fait du surplace. Et pour se dédouaner, on dit que non, vous êtes trop nombreux. Si vous étiez moins nombreux, en répartissant le PIB, on va avoir un PIB peut-être plus grand. Mais ça, c'est trop simpliste. Troisième objectif, c'est empêcher ces pays à fort potentiel démographique de bénéficier des économies externes. Les économistes qui sont là me comprennent, c'est un peu difficile de l'expliquer. Il y a des avantages ou des désavantages que vous pouvez obtenir ou qui peuvent survenir sur vous sans en avoir payé le prix ou bien supporter le coût. Nous appelons ça économie externe. Et un potentiel démographique, c'est-à-dire une population nombreuse, offre à tous ceux qui sont actifs des opportunités. Parce que les marchés sont plus vastes, la demande est plus élevée. Même si c'est des bonbons que vous produisez, que vous vendez, vous allez le vendre à des millions d'individus. Donc vous n'avez pas besoin de l'exporter, vous allez le vendre sur place. C'est la politique que le Japon a utilisée pendant des années pour sortir de la pauvreté. Le Japon produit d'abord pour son marché, et c'est quand il a amorti, c'est après avoir amorti les investissements que le produit est exporté et ils font du dumping. Ils cassent le prix et ils vous battent sur votre propre marché. Parce que les investissements ont été déjà amortis au Japon. Et les Japonais sont des gens qui n'achètent que les produits japonais. S'il y a deux produits, un de bonne qualité qui vient de l'étranger, un de mauvaise qualité qui est japonais, les Japonais vont acheter le produit de mauvaise qualité. C'est quand ça sera fini qu'ils vont se rabattre sur le produit de qualité. Et vous voyez qu'à ce niveau, il y a un différentiel de mentalité entre eux et nous. Alors, quatrième objectif, c'est maintenir l'Afrique noire de la richesse de moins de 7% de la population mondiale, pour ne pas mettre en péril leur niveau de vie et leur civilisation à travers l'immigration non désirée. Mais ils le disent, ils ne le cachent pas. Dernier objectif, convaincus que leur intervention ont occasionné en Afrique le drame que l'on sait, les Occidentaux cherchent les moyens de se disculper. La démographie, avec le JAR, la question JAR, sont utilisés comme des instruments de propagande politique et idéologique. Mais beaucoup d'Africains ne le comprennent pas. Deuxième chose, pourtant plusieurs travaux scientifiques confirment les bienfaits d'une population nombreuse. Parce qu'elles sont porteuses d'économies d'échelle plus importantes. Et les analyses portant sur la relation entre la croissance démographique et la croissance économique montrent que la première stimule la seconde. S'il y a une croissance démographique importante, c'est autant pour la croissance économique. C'est un point de vue soutenu par Hirschman. On ne peut pas le soupçonner de connivence avec les Africains. Il dit que la croissance, il montre que la croissance de la population aide la croissance économique, parce que pour les populations, c'est un défi. Et les gens cherchent à relever les défis en augmentant le produit par habitant. C'est aussi le point de vue de Chenet, c'est un Français. Et il indique que la hausse de la durée de vie liée à la baisse de la mortalité, notamment infantile, modifie les comportements. Donc une population plus jeune est plus favorable à travers l'épargne, elle est capable d'épargner, elle est capable d'accumuler du capital, elle est capable de faire de l'investissement humain. Il ajoute que le dynamisme est souvent lié à une population jeune, mieux formée et prête à adopter de nouvelles idées. Alors,
Bosé montre que la tendance au surpeuplement pousse à l'adoption des techniques modernes dans le domaine agricole. Ça veut dire que la population nombreuse est une bonne chose. Vaut mieux être plus nombreux que d'être moins nombreux où justement cette incitation n'existe pas. Les économistes se sont demandé s'il n'y a pas des effets de seuil. Évidemment, il y a des effets de seuil. Et je finis avec le point 7. Il est également archi faux qu'il faut commencer par réduire la croissance démographique pour stimuler la croissance économique. J'en veux pour preuve l'expérience historique. La croissance économique, la croissance démographique est une condition sine qua non pour avoir une baisse durable de la natalité. La croissance économique, la croissance économique, il faut qu'elle prenne place pour que la courbe de natalité et de mortalité vraiment s'inverse de façon durable. Donc il faut d'abord travailler à promouvoir la croissance et la croissance va s'occuper de notre transition démographique et non le contraire. Alors, je peux encore développer, mais le temps qui m'est imparti ne me permet pas. J'en viens à mes suggestions en matière de politique de population. Le Niger et le reste des pays d'Afrique doivent, à mon avis, abandonner l'approche par le dividende démographique qui est un autre piège. Cette approche postule qu'en faisant baisser la natalité, la réduction du nombre de nouvelles naissances et des jeunes qui en seront issus entraînerait une baisse des investissements nécessaires pour assurer leurs besoins. C'est aussi un piège. Les ressources ainsi dégagées, selon cette approche, serviraient à financer des investissements directement productifs. Alors, mes observations, c'est que par rapport à ça, c'est que sur le plan strictement moral, c'est une analyse qui inspire le rejet, parce que contraire à l'éthique. On ne doit pas faire des économies sur les êtres dont on priverait du droit de vivre au motif d'accumuler des richesses. Et quelles richesses? Des richesses matérielles. Deuxièmement, c'est en outre une approche biaisée, parce qu'elle suppose que les dépenses consacrées aux arrivants, c'est-à-dire aux nouvelles naissances, n'est pas un investissement rentable, ce qui est contraire à l'esprit et à la lettre de la notion de développement humain. Troisième observation, et c'est la dernière, cela voudrait dire que l'investissement doit concourir uniquement à accroître la richesse matérielle, occultant ainsi sa dimension immatérielle, sociale et culturelle. Pour sortir de ce piège, il n'y a qu'une solution: renverser la thèse des dividendes démographiques pour faire valoir la thèse du dividende humain. On s'abstiendra ainsi de modifier la structure de la population et d'agir sur les paramètres permettant d'accroître les ressources et ou de rendre leur utilisation plus efficace, c'est-à-dire en faisant la promotion de la bonne gouvernance. Il faut à cet effet promouvoir l'accumulation du capital humain à travers une politique éducative, sanitaire et favorable à l'emploi des jeunes. J'en ai fini, monsieur, je m'excuse d'avoir pris tout votre temps. Voilà pour cette conférence qui a été, malheureusement ça a été très long. J'aurais pu... Hein? Oui, tiens. Merci. Alhamdulillah, nous venons de suivre la présentation du professeur. C'est la question de la démographie et du développement. Il a fait le contour historique de ces deux concepts et les liens qui existent réellement entre ces deux concepts, en nous montrant clairement qu'il ne s'agit pas de réduire le taux de la population pour vouloir faire accroître le développement économique, en montrant les thèses et les antithèses. Et selon sa présentation, on comprend aisément que l'Afrique est tombée
dans les pièges des Européens. Et que malheureusement, beaucoup d'Africains n'ont pas compris cela. Nous espérons qu'avec cette présentation du professeur, cela va éveiller les consciences intellectuelles que nous sommes, afin que lors des débats, des prochains débats, dans les FADA et autres, que nous puissions défendre cette théorie que le professeur a démontrée économiquement, selon les preuves des études. Donc sans trop tarder, nous allons prendre des contributions et quelques questions. Nous avons des invités qui sont là parmi nous, donc on va les prioriser s'ils ont des contributions à donner. Je vois déjà notre aîné, notre parent également, Adam Diwa, s'il a des choses à dire. Avant de prendre les autres numéros, on va lui passer la parole, Inch'Allah. Salatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Abad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons suivi avec intérêt la présentation du professeur Tarno sur le thème de la conférence et le lien entre la démographie et le développement. Je pense que nous avons eu suffisamment d'informations à travers lesquelles nous pouvons nous-mêmes faire notre propre analyse. Mais Dieu merci, en plus des informations, le professeur nous a fait part aussi de son analyse par rapport aux idées reçues qui sont en train d'être véhiculées. Cela nous permet également de construire ou de renforcer notre vision en tant qu'intellectuel ou apprenti intellectuel. La seule chose que je vais dire par rapport à la thématique, et c'est quelque part reprendre une partie de la présentation du professeur, c'est que par rapport à la politique démographique et à son lien avec le développement, la meilleure solution que nos pays peuvent adopter et que nos sociétés peuvent adopter ne peut qu'être une solution à travers une dynamique interne, comme elle a dit. Nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas nous développer tant que nous ne partons pas de notre compréhension de nos problèmes et que nous nous asseyons ensemble pour voir par rapport à notre contexte, par rapport à nos besoins, par rapport à notre vision de ce que nous voulons être, de ce que nous voulons que nos enfants, que nos petits-enfants, que notre postérité soit, de voir quel est le chemin, quels sont les voies et moyens à mettre en œuvre pour avancer. Donc si nous devons attendre à ce que ce soit l'autre qui nous dise qui nous sommes, quels sont nos problèmes et quelles sont nos solutions, nous ne pourrons jamais avancer. Donc moi, c'est ce que je retiens essentiellement de cette conférence. Et vraiment, je remercie le professeur pour cet effort et je remercie aussi l'AMN pour vraiment cette initiative. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok. Nous allons prendre les numéros pour ceux qui veulent donner des contributions. Des contributions d'abord avant les questions. D'accord. Numéro 1, c'est Mahamadou. Oui. Aouf. Oui. Le nom? Hussein. Oui, là-bas. Abdoulaye. Oui. D'accord.
un dernier numéro du côté des sœurs. Ok. C'est bon, on a entendu. Merci, on a entendu. Donc, le premier numéro, Mohamedou. Allez-y. Assalamu alaikum, chers camarades. Donc, j'aimerais être très bref. Depuis que j'ai vu l'information, soi-disant c'est mon professeur qui va animer cette conférence, je me suis précipité pour dégager donc ma programmation pour essayer de venir écouter mon professeur. Parce que c'est pour d'ailleurs saisir l'occasion pour lui dire en fait il y a des adhérents. Des adhérents. Parce que moi je suis quelqu'un qui a fortement épousé ses idées. Maintenant, pour rapidement attaquer la thématique développement et démographie, je suis parmi ceux-là, tout comme mon professeur, je crois qu'on ne peut amorcer un développement et pouvoir, un vrai développement et pouvoir bénéficier de ce développement. Alors, nous sommes les partisans de la perspective. Donc, pour vous dire, d'après les statistiques, c'est que la population nigérienne, je vais parler du Niger bien sûr, elle est vraiment très jeune. Et quand vous prenez, d'après ce que les nouveaux classiques ont dit, c'est qu'en fait, une population jeune et une population vieillissante constituent des charges. Alors, je pense que pour un bon développement, c'est un avantage. Parce que tout simplement, on va, ou bien le gouvernement a le devoir d'accentuer ses actions sur, bien sûr, le capital humain. Parce qu'en fait, c'est ce qui constitue le devenir d'un vrai développement. Le capital humain. La formation des jeunes qui vont, Inch'Allah, de l'avenir, qui vont constituer la population active. Ça veut dire ceux-là qui prennent en charge et la population jeune et la population vieillissante. Maintenant, quand vous prenez le cas du Nigeria, je pense très bien qu'en fait, malgré que ces produits envahissent nos marchés, c'est que le Nigeria n'exportait que 8% de sa production. Imaginez 8%. Alors que, vu vraiment les prévisions, le Nigeria n'a pas l'intention donc de s'arrêter ou bien d'arrêter donc son taux d'accroissement démographique. Parce que tout simplement, ils trouvent ça utile. Alors, le sous-développement, moi je pense que c'est une question c'est une question de mauvaise politique. C'est une question de mauvaise politique. Et là, maintenant à résumer, pour prendre l'exemple de la Chine, one couple, one child, là c'est une politique de long terme. Et maintenant, comme l'avait dit mon professeur lors d'un cours, c'est qu'il regrette ça. Il regrette ça parce qu'il y a eu un coup d'opportunité à la hausse. Je suis sûr que si le Niger aussi va essayer d'accentuer pour essayer donc d'épouser, de continuer à épouser vos idées, si on va, malgré donc nos jeunes frères que nous voyons ici, les talibés, si on va essayer donc de les encadrer, ils seront donc une bonne, une bonne population active dans le futur. C'est ce que je peux dire. Merci. Merci bien. Ah oui. Assalamu alaikum. Merci beaucoup, chers camarades, chers conférenciers. Je suis très heureux d'assister à cette présentation. Prime abord, je tiens à vous remercier et surtout à vous encourager, particulièrement la MN, à continuer ce genre de cadre d'éducation. Parce que nous sommes vraiment dans une réalité où, à l'école, on n'apprend pratiquement rien du tout. Tout est vidé de son contexte. Il faut qu'il y ait un système de formation de parallèle et c'est dans le cadre pareil là que les gens vont se retrouver. Il n'est pas question à ce qu'un étudiant puisse s'affronter à des questions aussi essentielles comme celle de la démographie, celle qui traite le genre,
et que l'étudiant reste la bouche bée, il ne sait même pas quoi dire. Il faut qu'on vienne à une conférence circonstanciée pour qu'il puisse se retrouver. L'éducation, ça doit être continuelle et de façon permanente. C'est là que nous allons nous retrouver. Et ça doit intéresser tous les axes. Ça ne devrait pas s'inscrire seulement dans un cadre de religion. La science, il faut nous apprendre ça. Et la question de l'économie, nous avons beau vouloir nous intéresser par la lecture dans les documents, on ne se retrouve pas du tout. Il faut souvent nous inviter les spécialistes pour qu'ils nous entretiennent sur des questions pareilles. Deuxièmement, notre conférencier aussi, je tiens à vous remercier. Une fois j'ai assisté à votre conférence, j'ai trouvé ça très intéressant et je vous encourage aussi à continuer la sensibilisation parce que nous sommes aussi dans un autre parallélisme. Il y a ces profanes-là qui se permettent même de tout dire sans pour autant comprendre la substantialité des choses et il faut que vous opposiez à eux avec vraiment le contenu. Et c'est là que les gens vont se retrouver. Les gens qui se permettent de dire n'importe quoi alors qu'ils ne maîtrisent rien du tout, que de la démagogie et même la philosophie dont ils font promotion. Dans la réalité, les philosophes nous apprennent qu'en réalité, même dans ça, là, il y a plus de vide. Donc il faut que vraiment on nous apprenne, il faut nous apprendre pour qu'on puisse s'opposer à eux par la force de la connaissance, non pas par les mots qui vont être le fruit d'une certaine émotion. Après cela, je reviens aux camarades pour vous dire une chose. À l'Occident là, l'Occident qu'on a là, en face de nous, comme l'a dit un autre intellectuel, en l'occurrence, je parle de Saïd Koutoub pour ceux qui le connaissent, un intellectuel égyptien, il a dit à l'Occident là, le monde musulman n'a rien à envier. Il suffit seulement que nous revenions tous. Nous allons pouvoir nous aider. Il a dit ce qu'ils ont comme science, technologie, inutile pour eux de nous mettre dans la course contre eux, parce qu'ils ont déjà avancé. Et nous avons autre chose qu'eux n'ont pas. Il faut revenir à autre chose là. C'est l'éthique musulmane. Cette éthique-là, il faut qu'on revienne à ça pour nous ressourcer. Toute problématique qui se pose à notre société, qui se pose à notre existence, se trouve déjà traitée. Mais nous sommes dans cet espace d'ignorance. On ne peut pas se retrouver comme ça. Deuxième des choses, face à ces gens-là, il faut comprendre une deuxième chose. Ils ne veulent jamais du bien pour nous. 30 secondes. S'ils veulent du bien, ils n'allaient pas nous coloniser. Et même s'ils nous ont colonisé par erreur, ils n'allaient pas aujourd'hui continuer à assumer les erreurs de la colonisation. Le courage devait les remarquer. S'il vous plaît, pas d'applaudissements. Ça aussi, je vous invite à l'abandonner. Quand on vient à une conférence, il faut rester, ne soyons pas distraits. Restons concentrés par rapport au contenu de ce qui est en train d'être dit. Par rapport à cet Occident-là, s'ils ont le courage, ils allaient reconnaître au moins que la colonisation qu'ils ont faite ici, qu'ils ont... Merci. Merci. Ousseini. Merci beaucoup. Merci pour la parole donnée. Merci pour la parole donnée. Merci beaucoup, professeur. Merci pour votre exposé marqué par le saut de l'originalité. Merci à l'AMN pour ce cadre qui a été créé. Alors, moi, je ne veux pas m'attarder surtout sur une démarche très scientifique. Je ne suis pas le professeur d'ailleurs. Quand même, je vais me contenter de la petite expérience qu'on a par rapport à cette thématique. J'ai toujours trouvé ces débats-là plus idéologique que réaliste et pragmatique. C'est idéologique parce que d'autres se disent religieux, selon la religion, on ne fait pas de débat de ce côté. Et de l'autre côté, c'est certains, les théoriciens de l'État, qui pensent que l'État est laïque, que l'État n'est pas tenu à tous ces problèmes-là. Il faut gérer la question selon les démarches purement politiques. Alors mon problème, moi je veux être plus réaliste pour faire un constat et qu'on traite cela à partir de ce qu'on constate sur le terrain. Alors,
moi je pense que c'est toujours selon Karl Marx, c'est un problème, c'est une question de lutte des classes. Les tenants ne veulent pas qu'on ait beaucoup d'enfants et le pauvre pense que non, en ayant des enfants, il va se retrouver. Alors, on n'est pas contre, même si on est les défenseurs de la théorie, n'est-ce pas, de l'État. Mais je pense que ce phénomène, il est politique. On doit prendre, on doit l'observer, l'expérimenter, l'étudier pour créer des résultats. On ne veut pas qu'on ait des enfants, il n'y a pas de problème. Mais nous, les pauvres, c'est quoi la contrepartie? On estime que tu es un misérable, tu es un pauvre, tu ne dois pas avoir des enfants. Alors, le fait de ne pas faire des enfants, est-ce que l'État va te faire des salaires? Est-ce qu'on va te trouver un boulot? Est-ce que demain, cette misérabilité va finir? Pourtant, non. Donc, c'est un débat folklorique. C'est comme un peu la politique de déguerpissement là, où on a concassé les boutiques des uns et des autres, on ne les a pas redommagés, on ne les a pas trouvé d'autres emplacements et l'endroit déguerpi, on ne l'a pas encore exploité. Le pauvre ne peut pas comprendre cela. Il faut une politique sérieuse pour que les gens comprennent et acceptent la démarche. Et ils sont en train d'adopter une démarche en donnant raison à Nietzsche dans son ouvrage Ainsi parlait Zarathustra, là où il a annoncé qu'ils ont tué Dieu et tout ça là. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas s'assumer. Moi, c'est ça le problème dans cette histoire. Sinon, vous avez donné beaucoup d'exemples. Au lieu de voir une faiblesse, c'est plutôt une force à cela. Pourquoi ils ne se battent pas pour qu'on puisse exploiter cela? Pour faire de ça une force au lieu d'une faiblesse. Mais les gens préfèrent, n'est-ce pas, fuir leurs responsabilités, inventer des choses parce que c'est facile. C'est facile aujourd'hui de venir s'asseoir et dire que non, et compter sur la naïveté de nos chercheurs pour dire que non, la polygamie, on va... Tout ça là, c'est du folklore. C'est trop naïf. Et c'est comme Aouf vient de dire, c'est du populisme, c'est de la démagogie. Et je pense qu'un pauvre qui ne se situe pas socialement, ça ne peut pas marcher. Alors je pense qu'il faut du sérieux. Il faut du sérieux. Les gens doivent adopter des démarches scientifiques parce qu'ils se disent hommes de science. Je pense qu'il faut des réflexions toutes sérieuses à ce niveau. Prendre des mesures. Enseigner aux pauvres comment comprendre le langage. Parce que c'est ça le problème. On veut poser des choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend même pas le langage. Parce que si aujourd'hui on a un enfant, on est content. Je ne suis pas père, je n'ai pas d'enfant, mais j'observe beaucoup d'amis qui ont d'enfants. Okay. Je les trouve dans une situation très heureuse et je pense qu'on ne peut pas nous arracher cela sans contrepartie. Je vous remercie. Merci. Abdallah. Salam alaikum. Tout d'abord, je voudrais remercier Amen et les encourager éventuellement à créer d'autres cadres sur des thèmes d'actualité. Je voudrais aussi féliciter et remercier le professeur Tarnon, un enseignant que je connais pour avoir été étudiant à la FCG à l'époque et dont je connais les francs-parler. Par rapport à la question de la démographie et du développement, je pense que ce qui a fait verser beaucoup d'encre et de salive, c'est surtout l'intervention, sinon j'allais dire l'intervention ratée du prince qui nous dirige, qui malheureusement posait une problématique et de façon impertinente n'a pas pu la justifier. Parce que, à mon sens, lorsqu'on pense que, comme lui il le pense, qu'il faut être riche pour avoir des enfants, et que séance tenante, vous dites qu'un ministre de votre gouvernement n'a pas des enfants, et même demander aux représentants du peuple, qui soient les députés, de leur envoyer les bas. Je pense que c'est la réflexion la plus impertinente de son mandat. Et je voudrais au passage interpeller et le demander. Allez-y. Je voudrais au passage
et exhorter nos camarades, nos jeunes petits frères, à continuer et à susciter ce genre de débat. Parce que de tout le temps au Niger, on nous a toujours reproché d'avoir transposé des choses dans notre, pour parler un peu le langage juridique, dans notre arsenal juridique, sans pour autant tenir compte de nos réalités. Aujourd'hui, je pense à risque de me tromper que nous sommes au Niger et dans une population à majorité, sinon à 90,89% musulmane. Et donc, partant de cela, tout ce que nous allons développer, toute idée que nous allons développer, excusez-moi de la redondance, nous devrons les faire sur la base de la science et de la sunna de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'étais scandalé, sinon déboussolé, quand j'ai entendu ces mêmes princes en train de développer des idées avec des versets, sinon avec certaines causeries que nous avons ici. Un camarade m'a même dit que certains amis m'ont même dit que sur la thématique. Je vais revenir, docteur, parce que je voudrais faire les liens en fait, puisque c'est ça qui a suscité les débats. Même les versets qu'il a cités avaient beaucoup d'erreurs. Honnêtement, je n'ai pas fait beaucoup de cours coraniques, mais je sais quand même et je demande, parce que c'est ça aussi la science. Mais aujourd'hui, pour revenir au débat, je pense que le professeur a déjà tout dit. Quand j'ai quitté la maison pour venir à cette conférence, j'avais une seule intention et j'avais un seul souhait. C'est le professeur arrive à nous démontrer par A plus B que ce débat-là était trop fallacieux et que les arguments développés étaient tellement impertinents que même les plus ignorants de ce pays-là n'allaient pas travailler avec. Donc, par rapport à cette question, je pense que la lumière a été faite et qu'à partir de ces débats, plus jamais personne, quelle que soit sa position, ne devrait plus venir ou vouloir convaincre l'opinion nationale à travers des arguments aussi fallacieux, comme je l'ai dit, comme ceci. Maintenant, moi, ce que j'ai comme proposition, le professeur l'a expliqué, je pense que le premier intervenant, le Tanguiwa l'a expliqué aussi, c'est qu'il faut que nous acceptions et que nous réunions, qu'à nous-mêmes en tant qu'êtres humains, nous constituions une force capable, et si vous me permettez l'expression, de faire déplacer des montagnes. Si nous sommes d'accord, si nous sommes convaincus que la Chine, l'Inde et même le Nigeria, qui est tout proche de nous, malgré la population qu'ils ont su développer et asseoir une économie qui paye, concurrencer celle des Occidentaux, je pense qu'au Niger aussi, nous pouvons le faire. Et du point de vue sociologique, c'est à nous et à nos dirigeants de dire, à partir de cet instant, voilà le modèle des Nigériens que je voudrais d'ici un nombre d'années. Merci bien. Merci docteur, je vous remercie. Le dernier numéro, c'est celui qui était ici. C'est quel nom? Les noms? Rappelle-moi les noms. Abdelkarim. Assalamu alaikum. Par la bonté, la grâce de tout puissant, nous remercions Dieu de nous avoir réunis dans cette place dans le cadre de changer les problèmes de notre société. Et ce qui va me pousser à vraiment ma modeste contribution conformément à l'exposé que j'avais vraiment évoqué avec beaucoup de scientificité. Je tiens d'abord à remercier vraiment le professeur de nous avoir édifié sur certains points. Parce que nous pensons que notre connaissance est un peu limitée pour comprendre les choses. Vraiment merci cher professeur. Quand on fait vos analyses, je me sens comme si je suis devant mon enseignant. Merci, c'est le fruit, je suis le fruit de l'âme. Ma contribution ici, c'est que j'aimerais donner, il faut que nous acceptons véritablement que l'histoire de la colonisation et de la traite négrière qui nous a conduit à ces pièges. Nous acceptons d'ailleurs que nous avons été piégés. Maintenant, la solution peut-être idoine, c'est de savoir comment faire sortir de nous dans cette situation chaotique qui nous a imposé un certain nombre de principes
qui ne cadre pas avec notre réalité sociale. C'est ce qui dit le texte de l'esprit de loi du contexte qui dit il faut prendre la société physique dans sa manière, dans sa globalité, nos mœurs, nos cultures, nos religions, nos façons de faire, nos modes de vie d'une manière générale. Ce que nous devons comprendre, c'est peut-être ce qui a suscité le débat quand le président a évoqué un certain nombre de points. Laissez-moi parler, c'est ça le pouvoir. Il change catégoriquement l'homme dans sa perception, tout comme dans ce degré de foi. Je ne vais pas toucher ce point. En contribuant aussi, nous avons tous la capacité intellectuelle de pouvoir réfléchir, à poser des équations, même si ces équations n'ont pas de solution. Maintenant, les étudiants, chers camarades que nous sommes, demandons à votre critique, excusez-moi du terme, ce n'est pas de critique, mais c'est de reproche. Rappelez-vous ce que dit Paul Valéry, le diplôme est le moment de la culture. Les camarades se bossent. Carrière, bibliothèque, resto, uniquement pour valider avoir le diplôme. Mais ils oublient leur mission principale de la société, c'est qu'ils doivent contribuer au développement de la société. C'est ça un étudiant. Donc il faut avoir ces cultures, c'est autodidactique. J'encourage nos camarades de loi qui ont commencé le pas. Ça ne vient pas automatique, mais c'est quelque chose qui est le fruit de long terme. Donc ma propre contribution de plus, c'est que j'aimerais que nous comprenions ici, quand il y a des situations pareilles, c'est un débat qui est chronique. Le développement, la démographie et le développement. Il n'y a aucun point, même le professeur Aïe a évoqué, ce n'est pas l'institut démographique qui est un obstacle au développement. C'est que cette population, dans quelles conditions nous devons mener nos actions pour nous conduire au développement. Et quand on parle de développement, je pense que je prendrai le cas du Niger, on n'a pas même les besoins nécessaires. L'état de pauvreté, l'état sanitaire est défectueux, l'éducation, on n'en parle pas, parce que c'est ça la base. Il faut comprendre qu'est-ce qui est ma mission principale. L'éducation doit me permettre d'aller dans un autre sens. Je prendrai le cas économie. Quand nous avançons, Une minute. je prendrai cette question peut-être pour demander au professeur conférencier. Nous comprenons que nous avons un restreinte démographique très élevée. Et nous savons qu'économiquement, quand vous avez des ressources minières, il faut que ça vous conduise au développement. J'aimerais savoir quel est le contrat qui existe entre notre population, notre ressource disponible au pays. Voilà ce que j'aime. Pourquoi on n'est pas au développement au sens du terme? Sur ce, merci. Merci bien. Donc, je pense que les interventions. D'accord. On va donner la parole au professeur. Les frères qui ont intervenu, beaucoup n'ont pas posé des questions, ils ont fait des contributions. Je vais répondre rapidement aux quelques questions posées à Charles. En fait, il n'y a pas eu de questions. Ou presque pas, peut-être la dernière, quelques-unes. Il y a eu plutôt des contributions et puis bon, comment on appelle ça? Il y a eu quelques observations, peut-être la nécessité de prendre en compte un certain nombre de choses. Une conférence comme celle-ci ne peut pas s'étaler sur toutes les questions, elle ne peut pas aller en profondeur sur tous les aspects, mais si je lis un peu entre les lignes, ce que beaucoup ont trouvé cette initiative comme louable, comme positive, il mérite d'être répété. Ça rentre dans le cadre de la formation générale de nos frères, de nos enfants musulmans. Ça complète un peu la formation universitaire dans une certaine mesure, au moins par les questionnements ou par certaines prises de position. Parce qu'il suffit de prendre une position pour amener l'autre, si vous voulez, à réagir et à réfléchir. Et si cette réflexion est faite, déjà l'objectif est atteint. On ne cherche pas à faire admettre toutes les thèses qu'on a développées ou bien auxquelles on croit. On veut susciter en vous la curiosité
Et cette réaction, en tout cas, qui consiste à réfléchir. Et je pense que nous devrons réfléchir sur notre processus de reproduction. C'est naturel, on n'a même pas besoin que les gens nous chargent. Nous devrons, ça doit être un réflexe naturel. On se reproduit d'une certaine façon, ça pose des problèmes et on sait qu'il y a un potentiel, mais on n'a pas ce potentiel-là entre les mains. Mais nous avons les problèmes. Je vois comme problème, même si un des intervenants a dit que c'est une question purement idéologique. Non. La question a peut-être des aspects idéologiques, mais il n'y a pas que ça. C'est les Blancs qui, enfin les Européens, excusez-moi, ce sont les Européens, les impérialistes, j'allais dire entre griffes, qui en font un outil de propagande politique et idéologique. Mais il y a des réalités que la population pose. Et vous le savez très bien, les gens font des enfants. Mais regardez comment ils prennent la question de l'éducation. Il y a beaucoup de gens qui ont des enfants, ils font des enfants, ils ne s'en occupent pas. Et vous savez que ce n'est pas ce que recommande la religion. Donc il y a des choses que nous-mêmes devons éviter. Nous devons travailler à faire en sorte que les enfants que nous engendrons, qu'ils aient vraiment l'éducation nécessaire leur permettant de démultiplier leurs capacités. C'est ça le sens du dividende humain dont je parle. À l'inverse du dividende démographique. Pour moi, il faut laisser la population continuer à croître. Parce que de toutes les façons, l'État le dit, mais il ne pourra pas. Il ne pourra pas réguler la population. Parce que quand vous regardez le processus de reproduction, il n'y a personne qui a un contrôle là-dessus. L'État ne peut pas empêcher aux jeunes de se marier. Il ne peut pas empêcher les gens de faire des enfants. Il n'a aucun moyen. Et si les gens veulent faire des enfants, ils vont les faire. Avec le mariage ou sans le mariage, on ne le souhaite pas. Mais ils vont le faire. Et voilà pourquoi, justement, la question de la polygamie, moi, je n'ai pas voulu rentrer dedans, mais la question de la polygamie, elle est mal posée. Parce que ce que les gens oublient, si on refuse la polygamie, eh bien, on va avoir d'autres problèmes. Ça, c'est clair. Oui, vous allez avoir d'autres problèmes. Oui. Parce que la relation entre l'homme et la femme, c'est un besoin naturel. Mais vous ne pouvez pas supprimer ce besoin. C'est comme si vous dites que, bon, écoutez, on n'a pas assez produit, l'agriculture ne marche pas, il n'y a pas à manger, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va passer un jour, on va passer 2 jours, un jour sur 2 sans manger. Est-ce que ça c'est possible? Voilà, c'est compliqué. L'État n'a pas les moyens. Par contre, si on mise sur le capital, sur le dividende humain, on peut obliger les gens à prendre en charge les enfants qu'ils engendrent. Et l'État peut trouver les moyens. Par exemple, la police qui est là, qui est en train de réguler la circulation, si elle s'intéresse aux enfants qui sont en divagation, on donnerait les moyens à la police pour remonter jusque dans leur famille, pour voir qu'est-ce qui se passe pour que l'enfant, au lieu d'être à l'école, est dans la rue. On aurait quand même un peu atténué le problème. Parce qu'au moment où on parle là, vous allez trouver des enfants dans la rue. À l'heure là, il est 22h et quelques. Mais vous avez des petits enfants de rien du tout qui sont en train de s'amuser ou bien de se promener. Ce n'est pas normal dans un pays musulman, dans un pays normal. Ça ne doit pas être comme à pareil moment l'enfant doit être à la maison, ou bien en train d'apprendre des leçons, ou bien en train de dormir. Et s'il n'a pas de parents, c'est du devoir de l'État de prendre les enfants en charge et d'assurer leur éducation. Mais l'État ne fait rien de tout cela. Voilà tout le problème. Donc on ne peut pas bénéficier du dividende humain. Et on veut maintenant réduire la population pour avoir le dividende démographique.
qui va davantage retarder notre souveraineté économique, notre épanouissement. Donc, voilà quelques problèmes. Il y a quelqu'un qui a parlé de prospective. Ça, c'est juste une parenthèse, si vous permettez. Le développement ne s'improvise pas. On ne peut pas improviser le développement. Tous les pays qui sont développés se sont d'abord donnés à cœur, ils se sont investis et ils se sont sacrifiés sur des générations. Quand les États-Unis ont constaté leur retard dans la conquête de l'espace par rapport à l'URSS de l'époque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont fait un programme pour rattraper l'URSS. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais il y a des chercheurs qui se sont abstenus de se marier, d'avoir une vie privée, de consacrer toute leur vie à la recherche, à la NASA pour pouvoir remonter la pente et combler leur retard. Vous avez vu le cas de la Corée. Quand les Coréens, pour la première fois, ont présenté aux Américains leur projet pour fabriquer les premières voitures, les Américains les ont chassés en leur demandant de revenir dans 100 ans. Mais ils ont reçu cela comme une insulte. Mais en quelques années, ils ont relevé les défis. Parce que cette boutade américaine, ils l'ont intégrée dans leur enseignement pour montrer aux enfants qu'ils ont un grand défi à relever. Et ils ont réussi à le relever. Aujourd'hui, la Corée du Sud fait partie des pays les plus prospères du monde. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il fut un temps où le Niger aidait la Corée. Oui, le Niger, même les Coréens sont venus ici chercher de l'aide. Parce que la Corée, c'est un pays qui n'a pratiquement rien. Mais ils ont compris que la vraie ressource, ce n'est pas l'uranium, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas les ressources du sol ou du sous-sol, mais c'est l'être humain. C'est ça la vraie richesse. Et lorsque Dieu fait en sorte que nous soyons très nombreux au Niger, 25 millions, les gens sont en train de pleurnicher que nous sommes très nombreux. Mais c'est une véritable catastrophe. Mais il n'y a pas de meilleure richesse que la population. Jean Baudin, au XVIIe siècle, disait « Il n'y a de richesse que d'hommes ». Et les gens ont tourné, développé des théories, ceci, le mercantilisme, etc., etc. Mais les gens ont fini par revenir à travers le capital humain. On a compris que ce qu'il voulait dire, c'est que la vraie source de richesse, ce n'est pas le matériel, ce ne sont pas les machines, ce n'est pas le capital physique, mais c'est l'homme. Mais lorsqu'il est pensant, lorsqu'il réfléchit. Et quand il réfléchit et qu'il met en pratique sa réflexion, c'est-à-dire qu'il faut une réflexion prospective. Il faut une réflexion prospective. On ne peut pas faire le développement comme ça. Il faut réfléchir sur l'avenir. Et vous savez, la prospective, en tant que réflexion sur le futur, mais c'est un champ qui est ouvert. Ce n'est pas une affaire de 20 ans, de 50 ans. Mais selon les spécialistes, jusqu'à 200 millions d'années, c'est un champ, c'est ouvert à la prospective. C'est ouvert à la réflexion de l'homme. On peut réfléchir sur un horizon de plus de 200 millions d'années. Évidemment, vous savez qu'on ne peut pas vivre plus de 100 ans maintenant. Mais pour viser loin, pour porter son pays très haut, il faut réfléchir très loin. Il faut réfléchir très loin. Parce que tout ce que vous allez faire doit être une résultante ou une conséquence de ce que vous avez arrêté à long terme. C'est ça le sens de la vision. Quand vous faites un programme sur 10 ans, comme par exemple le PDES, c'est un truc de 5 ans. Mais même si vous faites des plans quinquennaux, ou un plan sur 50 ans, il reste mieux tant qu'il n'est pas porté sur une vision de long terme. Et il faut commencer à fixer d'abord cet horizon de long terme avant de faire la programmation. Avant de faire la planification, la programmation, la prévision et